Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir et merci de choisir une fois de plus TLR TV. Il n'est un secret pour personne, la situation socio-économique du Congo-Brazzaville est telle que les étudiants accusent plus de 30 mois d'arriérés de bourse impayés, les retraités sont à 26 mois d'arriérés de pension impayés, les salariés, notamment les fonctionnaires actifs, ne savent plus à quelle date percevoir leur salaire. L'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure un luxe au Congo-Brazzaville. Le système éducatif et celui, bien entendu, de la santé sont pratiquement à l'agonie. Le pays est lourdement endetté, isolé des institutions financières internationales. Voilà dans quel contexte les Congolais sont attendus aux urnes le 17 et le 21 mars 2021 pour élire le nouveau président de la République du Congo. Malgré ce contexte, bien sûr, difficile. Raisons évoquées, respect des délais constitutionnels et de la démocratie. Mais une question s'impose. Est-ce une élection et forcément un indice de démocratie? Voilà à quoi va tenter de répondre notre invité aujourd'hui, qui est Anissé Poiti-Amar, un Congolais installé au Canada. Il a actuellement séjour à Brazzaville. Il est juriste, économiste spécialisé des finances publiques et de la fiscalité. Il est aussi avocat au barreau du Québec. Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur Perrin. Faudrait-il que je t'appelle maître ou monsieur le financier? On se connaît depuis longtemps, vous faites comme vous voulez. Alors, maître, c'est beaucoup mieux. Voilà, nous parlions donc des élections qui pointent à l'horizon et dans un contexte socio-économique, les autres ont dit difficile. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de la situation socio-économique du Congo actuellement? Et je reprendrai la présentation que vous avez faite. Certaines personnes pourraient discuter cette présentation, mais elle n'est pas très éloignée de celle que les évêques ont eu adressée, de celle que certaines autres personnalités qui se sont exprimées publiquement ont eu adressée. Toujours est-il que pour les éléments non contestés de ce diagnostic, le président de la République, dans son discours de décembre 2020, est revenu sur certains de ces éléments, plus particulièrement ceux en lien avec l'économie et les finances publiques. Donc, je n'ajouterai pas grand-chose, sinon reconnaître que notre pays est en train de traverser une situation très difficile et c'est sans précédent. Dans ce contexte, était-il nécessaire d'organiser une élection présidentielle, celle du Congo bien entendu, qui est annoncée pour le 21 mars 2021? J'ai abordé la question de l'opportunité plus d'une fois déjà depuis mon séjour au Congo. De mon point de vue, lorsqu'on pense élection, parce que malheureusement, je constate dans les discussions publiques que de nombreuses personnes considèrent une élection comme une fin en soi. On oublie que l'élection n'est qu'un moyen de gouvernance publique, donc ce n'est pas une fin en soi, comme tous les moyens. Il se pose toujours la question de l'opportunité. Et en ce sens, en considérant la gravité des difficultés économiques et financières du pays, la question de légitimité que l'on pose en pensant que c'est devant le peuple qu'il faudrait aller chercher cette légitimité, ce qui est normal par temps ordinaires, mais par des temps extraordinaires, on ne pense plus en fonction de la règle constitutionnelle, mais en fonction des circonstances exceptionnelles qui appellent une interprétation différente de la Constitution. Donc, en épousant la situation, si on pense l'élection comme une fin en soi, on a l'impression qu'il y a une contrainte constitutionnelle et qu'on n'y peut rien. Mais si on pense la situation de la société d'abord, donc si on met la situation avant l'élection, à ce moment, on se pose la question de l'opportunité que vous soulevez. Est-ce que dans les circonstances actuelles, l'on peut se permettre d'aller à l'élection comme on le ferait par temps ordinaire?
Ma réponse est non, et de ce point de vue, je dis que la Constitution n'impose pas cette contrainte. La règle inscrite dans la Constitution s'applique à des moments ordinaires. Or, le Congo, en ce moment, de mon point de vue, est en état de guerre. Si vous alignez l'ensemble des éléments que vous avez mentionnés, vous prenez avec cela le chômage qui avoisine les 60% de la population active, qui touche 60% de la population active, avec la limitation des ressources dont dispose l'État en ce moment, donc une perte de plus de 13 000 milliards pendant les 5 dernières années, en raison de la chute du prix du baril de pétrole, qui n'est pas prêt de remonter. Donc, ça nous laisse entrevoir la possibilité de perdre à peu près l'équivalent de cette somme dans les 5 prochaines années. Ce qui signifierait qu'au bout de 10 ans, le Congo aura perdu environ 26 000 milliards de francs CFA. Un pays qui se retrouve dans cette situation, la classe politique dans ce contexte ne peut pas ne pas se poser la question de l'opportunité de l'élection, d'autant plus que, je l'ai dit auparavant, en considérant les chiffres avancés par le président de la République lui-même, quand il annonce que l'État a perdu 83% de sa capacité de financement des investissements dans les 5 dernières années. Il lui reste donc 17% de capacité de financement. Or, si en 5 ans, on a perdu 83%, ça nous permet de supposer que dans les 2 prochaines années, si la conjoncture financière internationale ne venait pas à changer, on perdra les 17% qui restent, et même avant les 2 années. Ce qui signifie que l'État ne pourra plus investir, et s'il n'investit plus, il se recroqueville dans la situation de se limiter à payer des salaires. Or, ce n'est pas cela la vocation de l'État. Et vous avez mentionné les difficultés de paiement des salaires, les difficultés de paiement des pensions de retraite. Tout ça, on a déjà connu dans le passé. Notre pays est plus ou moins familier de ça. Donc, si vous additionnez ces difficultés d'assumer les charges de fonctionnement, plus l'incapacité totale d'assumer les charges d'investissement, on n'a plus d'État. Et nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers l'effondrement de l'État que l'on confond habituellement avec la société, parce qu'on voit les gens se réveiller tous les matins, les voitures circuler, on se dit l'État est omniprésent, mais l'État est un organisme, est une entité fictive qui est créée de par la loi, et cet État peut disparaître lorsqu'il n'a plus les moyens d'existence, et ces moyens d'existence, c'est notamment sa capacité à payer, à assumer ses charges de fonctionnement, mais aussi sa capacité à investir pour maintenir la vie collective. Et donc, pour résumer, prenez les pertes de ces capacités financières. Considérez le fait que la quasi-totalité de l'argent qui circule dans l'économie congolaise provient du budget de l'État. Or, je vous ai dit que le budget de l'État a perdu en 5 ans près de 13 000 milliards de francs CFA et s'apprête à en perdre autant pour les 5 prochaines années. Donc, nous sommes vraiment dans le creux de la vague. Je parlais de guerre économique. L'État congolais est assiégé par des produits étrangers. Partout où vous passez au Congo, vous trouvez des produits étrangers absolument dans tous les lieux et les produits congolais sont quasiment absents. Si vous voyez la guerre que le président Trump a menée à la Chine, seulement en raison du déséquilibre de la balance commerciale sectorielle, alors qu'ici, nous sommes dans un déséquilibre total. Ça veut dire que dans les environs des 600 milliards que le Congo dépense pour importer tout ce dont il a besoin, dans cette somme, cela signifie que les Congolais, en tant que peuple, vivent pour payer des salaires à l'étranger, parce que tout ce qu'ils reçoivent comme argent, secteur public et secteur privé confondus, tous les salaires sont consommés majoritairement à consommer des biens étrangers. Donc, notre pays est un exportateur de ses ressources, c'est un exportateur de ses salaires, c'est un exportateur de ses emplois et nous entretenons donc des emplois à l'étranger.
Et cette situation est une situation suffisante pour entrer en guerre économique, et en guerre, on ne va pas aux élections. Oui, maître, mais on reviendra donc là-dessus pour comprendre un peu quelle perspective pour sortir le Congo de cette crise. Mais en attendant, est-ce que le contraire ne serait pas non plus un péché pour le gouvernement congolais de ne pas organiser ces élections? On l'aurait accusé d'avoir violé la Constitution. Aucunement, c'est une interprétation que j'ai des doutes face à cette interprétation de la Constitution, parce que, évidemment, lorsqu'il y a une règle impérative qui est posée et qui s'applique par des temps ordinaires, si par temps extraordinaires, vous continuez avec la même règle, regardez, pendant les guerres 14-18, partout où il devrait y avoir des élections dans les pays touchés, il y avait eu des suspensions qui étaient sine die. Il n'y avait pas de date de reprise des élections simplement parce que la situation de guerre ne permettait pas ces élections. Entre 40 et 45, ça a été la même chose. Simplement que nous prenons les choses avec une certaine légèreté dans nos pays. Mais je vous ai dit que le Congo est en état de guerre économique. Quand vous voyez l'invasion des produits étrangers, la façon dont le chômage est en train de décimer les populations parce que les gens meurent davantage de pauvreté que d'autres choses, et le chômage fait plus de ravages au Congo que le coronavirus en Occident. Alors, vous voyez comment le monde occidental s'est organisé pour combattre le coronavirus. C'est exactement ce qu'on devrait faire au Congo pour combattre le chômage et pour renverser la vapeur dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Je suis d'accord avec vous, mais face à la fin d'un mandat présidentiel, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je pense qu'il y a des issues. Il y a effectivement la responsabilité des peuples, parce que c'est le souverain primaire, mais il y a aussi la responsabilité de la classe politique. Quand on se retrouve dans des situations exceptionnelles comme celle du Congo en ce moment, où je prends toujours l'exemple de l'hôpital central de la capitale qui ferme comme exemple de dysfonctionnement des services publics. Donc, si vous n'avez plus aucun service qui fonctionne correctement, si vous êtes dans le creux de la vague, comme nous le sommes du point de vue de l'économie et de la société et tous les autres aspects que vous avez cités, il y a les inondations, par exemple, qui sont en train de grignoter le périmètre de toutes nos villes et même des zones rurales. Il y a la crise sanitaire qui s'ajoute à l'ensemble des autres crises. Vous mettez tout ça ensemble, vous présentez ça à un occidental, il vous dira que c'est un état de catastrophe. Donc, si vous lui dites qu'en pleine tornade, vous avez un ouragan qui est en train de balayer le pays et vous dites que vous allez aux élections, ça ne semble pas logique pour qui que ce soit. Or, le Congo aujourd'hui a le coronavirus, à la crise économique, à la crise financière, à la crise politique, à toutes les crises accumulées. Et dans ce contexte, je pense que c'est la classe politique à ce moment qui devrait prendre ses responsabilités, comme en 1940 en France, lorsque le pays est occupé par l'étranger, la classe politique française à ce moment a résolu de remettre tous les pouvoirs de l'État à un seul homme pour qu'il puisse régler cette question. Ça s'est passé en dehors d'un contexte électoral. On a fait venir le maréchal Pétain, on lui a confié tous les pouvoirs. En 1958, ils étaient dans une situation moins grave que celle que vit le Congo aujourd'hui. Et pourtant, la classe politique française, à ce moment-là, presque à l'unanimité, je prends des exemples de la France parce qu'ils sont plus proches de chez nous, en tout cas plus connus des juristes et des économistes congolais. Donc, la classe politique française, dans une situation moins grave que celle du Congo, a décidé de confier les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Donc, il y a le mécanisme de la Convention de la Constitution qui fait que toute la classe politique peut se mettre ensemble, prendre une décision consensuelle pour gérer des situations qui relèvent notamment de la Constitution. Et oui, mais maître, sans vous arrêter, maître, vous prenez l'exemple de la France, je veux bien, parce qu'on est très proche et on fait souvent du copier-coller, mais sauf que lorsque vous parlez de la France est un État bien structuré. C'est cela, et différemment de l'État congolais. La question c'est un peu comme si vous me disiez qu'il y a deux personnes qui ont de la fièvre, l'une est riche, l'autre n'est pas riche, et qu'il y aurait des remèdes différents pour faire baisser la fièvre. C'est la même chose, vous êtes en crise,
vous avez des mécanismes juridiques. Lorsque vous allez les appliquer, vous raisonnez comme des juristes et d'autre part, comme homme politique ou comme homme d'État, vous prenez des décisions qui s'imposent à vous selon les circonstances. Mais vous ne dites pas que nous sommes moins structurés que la France ou que nous sommes un pays, enfin, de ce point de vue, je reviens sur l'exemple de la fièvre, c'est pas différent selon qu'on soit riche ou pauvre. Il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte. Vous dites la classe politique s'est réunie autour de De Gaulle. OK, donc si on transpose cet exemple, cette réalité au Congo, c'est comme si vous souhaitez dire ou inviter la classe politique congolaise se retrouve autour de Denis Sassou Nguesso pour affronter la crise. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que Denis Sassou Nguesso a eu tout le temps, mais encore des conditions favorables de diriger ce pays. L'argent, le temps, la quiétude, la paix, comme on le dit toujours. Il a été seul maître sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut encore lui apporter de plus pour qu'il propose quoi exactement? Vous faites très bien d'aborder la question de cette façon-là. Je commencerai par dire qu'il y a une confusion qui est opérée entre le fait que M. Sassou Nguesso est disposé du levier de l'État, qu'il ait eu un contrôle de l'ensemble du levier de l'État, c'est une chose. Mais ce dont nous parlons ici, c'est une situation qui mobilise les pouvoirs du chef de l'État et non pas du président de la République. Je vais faire la nuance entre les deux. Il existe plusieurs institutions de l'État. Parmi ces institutions, il y a la présidence de la République. Donc, le président de la République est l'un des chefs de l'exécutif. À ce titre, il est comparable au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. C'est quelqu'un qui anime une institution. Et au-delà, la République, évidemment, c'est lui qui en incarne l'esprit parce qu'il la préside. Mais en dehors de ça, il est le chef de l'État. Or, je viens de vous dire qu'il s'agissait, concernant ce que j'ai cité, des institutions de l'État. L'ensemble de ces institutions sont soumises au chef de l'État. Donc, lorsque le président de la République, non pas qu'il cesse d'agir comme président de la République, mais lorsqu'il passe au niveau d'action en tant que chef de l'État, ses pouvoirs sont démultipliés. Quand vous lisez la Constitution, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul article qui parle du chef de l'État. Il vous dit le président de la République est le chef de l'État. Mais cet article ne définit pas les prérogatives du chef de l'État. C'est parce que la Constitution réserve au chef de l'État des pouvoirs dont il est le seul interprète en fonction de la situation à laquelle est confronté le pays et donc les réponses qu'il devra apporter en cette qualité. Le fait qu'un président de la République ait, pour des raisons politiques, matérielles et tout ce que vous voudrez, qu'il ait pu avoir le contrôle de l'appareil de l'État, ne le place pas dans la position du chef de l'État qui doit faire face à une situation particulière. D'où je dirais qu'on a constamment vu M. Sassou Nguesso dans la position de président de la République, mais aucune circonstance particulière ne l'a obligé à ce jour à porter sa veste de chef d'État et de prendre les mesures qui s'imposent dans cette situation-là. Et donc, là-dessus, je dirais que le jugement qu'on a porté sur le président de la République n'est pas transposable sur la personne du chef de l'État, si tant est qu'il décide à n'importe quel moment de mener les guerres que nous avons à mener en ce moment. Oui, c'est quoi réellement? La différence, c'est quoi lorsque vous prenez ces exemples? Quelle sera donc la différence si jamais aujourd'hui, comme vous le dites, toute la classe politique se réunissait autour de Denis Sassou Nguesso, qu'on lui donne les pouvoirs d'un chef d'État? Oui. La différence, c'est quoi exactement? N'a-t-il pas bénéficié de ces conditions-là? Non, il n'a jamais bénéficié de ces conditions parce que lorsqu'on est chef d'État et qu'on va en guerre, par exemple, dans ce cas, si c'est une guerre économique, le chef de l'État se trouve dans le plein déploiement de la puissance de l'État lorsque la nation tout entière est réunie derrière lui. Si vous avez encore des querelles politiques telles que l'élection, qui a gagné, qui n'a pas gagné, on y va pas, vous n'êtes pas dans les conditions de mobiliser toute la puissance de l'État. Parce que l'État, si vous le prenez comme un engin, vous considérez d'autre part la nation comme son carburant.
cet État n'est pleinement fonctionnel que lorsqu'il a son carburant. Donc, il vous faut l'unité politique de la nation. Toute la nation regarde dans une même direction. Il y a un chef qui, à ce moment, agit non plus comme un partisan, chef d'un parti ou d'une majorité, mais il agit comme le chef de l'État. Donc, il est en tête de toute la nation. Ça, vous verrez les meilleurs exemples de ces situations lorsque les pays vont en guerre. Mais ici, il ne s'agit pas forcément de guerre dans le sens de l'usage de la puissance de feu. Prenons le cas de Hitler. L'Allemagne est dévastée au sortir de la guerre de 14-18. De 18 jusqu'en 1932, personne n'arrive à redresser la situation. Quand Hitler arrive au pouvoir, il est chancelier. En 1933, le président Hindenburg meurt et Hitler cumule les fonctions de chef d'État, de président de la République, de chancelier et finalement de chef de l'État. Donc, il a toute la puissance de l'État entre ses mains et il a la nation qui est totalement rassemblée derrière lui. Vous avez vu la conséquence. En 3 ans, Hitler a pris ce pays dévasté que personne n'avait pu relever. En 3 ans, il en a fait la première puissance européenne. Sur le plan militaire, sur le plan économique, il a redressé la situation économique, il a ramené le chômage à un niveau du chômage de plein emploi, donc entre 2 et 3%. Et cela n'était pas possible s'il n'était pas dans la position de chef d'État et s'il n'avait pas le soutien de toute la nation. Donc, oui, mais maître, je vous comprends très bien, mais vous pensez que, je pense que c'est aussi un problème d'homme. Vous croyez que Denis Sassou Nguesso a ces aptitudes-là, même si on s'unissait autour de lui confiait par exemple les pouvoirs d'un chef d'État. Vous pensez qu'il a une vision de faire mieux que le temps qu'il a eu à gérer le pays? Je vous rappellerai... Parce que c'est un problème de vision et de rêve aussi, à ce que je sache. C'est pour cette raison que je parlais du rassemblement de toute la nation. Il faut faire l'unité politique du pays. Pourquoi l'unité politique du pays? Parce que le chef d'État, à ce moment, n'agit pas selon sa seule vision, selon sa seule volonté. Sa volonté, effectivement, dans ces circonstances particulières, devient loi parce que tout ce qu'il décide, personne ne doit le contester. Tout le monde l'accompagne dans cette direction pour la réalisation des objectifs. Or, lorsqu'il est dans cette condition, il mobilise toutes les ressources de la nation. Ça veut dire que vous, M. Perrin, vous êtes à Washington. Si le président de la République, agissant en tant que chef d'État dans une situation de guerre économique, a besoin de vous immédiatement au Congo, on vous mettra dans le prochain avion et si vous ne le faites pas, vous manquerez à votre devoir de citoyen congolais parce que la citoyenneté, c'est aussi des obligations. Et donc, le président de la République, hissé dans la fonction de chef d'État, dispose de toutes les ressources de la nation. Il peut mobiliser qui que ce soit et toutes les choses qui sont présentes sur le territoire. Et avec cette puissance, il est capable de régler tous les problèmes, en tout cas partout ailleurs dans le monde. Lorsque vous êtes dans des situations d'une extrême gravité, vous ne pouvez pas faire l'économie de l'unité politique de la nation, du rassemblement de toute la nation derrière le chef. Et le chef, à ce moment, se donne les moyens de mener cette lutte en mobilisant toutes les intelligences du pays et toutes les énergies. Alice, vous pensez que, je crois que c'est ce que recherche, sinon appelle avec tous les vœux les opposants politiques du Congo. Ils en appellent à un dialogue national inclusif, question de s'asseoir et de regarder toutes ces questions. Vous pensez qu'il y a quelqu'un quelque part qui coince la machine, si ce n'est Denis Sassou Nguesso lui-même, qui ne veut rien savoir de ce dialogue? Tout peut partir de ce dialogue, non? Je ferai une petite nuance à ce niveau-là. Une petite nuance parce que, prenons l'exemple de la concertation de Madingu. À Madingu, il y a eu les forces politiques dont vous parlez. Quel a été le sujet? La gouvernance électorale. Donc, on était sur un sujet relativement politique qui se rapporte au partage de pouvoir. Et le dialogue tel qu'il a souvent été appelé des vœux de certains dirigeants est généralement orienté vers la discussion sur certaines questions, mais essentiellement politiques. Ici, la différence, c'est qu'on est dans un contexte économique tel que les souffrances des Congolais ne peuvent pas
on ne peut pas, dans le contexte de ces souffrances très accentuées des Congolais, aller dans les divisions politiques qui sont les nôtres habituellement, chercher à savoir qui a fait quoi. N'oubliez pas qu'il y a eu la conférence nationale dans notre pays et on sait comment ça s'est passé. On était allé pour parler des problèmes du pays. On s'est mis à parler davantage d'un homme que du pays. Et par la suite, nous avons vu ce qui s'est passé. Certains acteurs qui ont vécu... Ce qui s'est passé, c'est quoi exactement? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Qu'ils reviennent par les armes et c'était normal? Et je vous laisse faire l'interprétation de ce qui s'est passé, mais vu que vous m'avez probablement signalé... que je suis allé trop vite en besogne, tu peux nous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, en fait, sur cette question, parce qu'on peut parler de la conférence nationale longuement, dans ce qui s'est passé, si on retient la suite des événements, vous vous souvenez certainement de certaines personnes qui, à ce moment, parlaient d'avoir attendu longtemps le pouvoir et l'avoir finalement eu et avoir dit que d'autres, c'était le tour d'autres d'attendre à ce moment-là. Donc, certains parlent d'exclusion, mais je ne souhaite pas entrer dans cette discussion parce que ça prendrait toute une émission. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas ne pas tirer les leçons de la conférence nationale où on était parti pour un objet. Elle a progressivement changé de trajectoire. Souvenez-vous qu'elle s'est déclarée souveraine alors que ce n'était pas l'objet de débat. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de la concertation, les forces politiques en présence qui ont une longue histoire de cohabitation et d'affrontement ensemble, qui ont vécu la conférence nationale ensemble, ont vécu la guerre de 97 ensemble, ont vécu les événements de 2015 ensemble, ces forces politiques, lorsqu'elles doivent se concerter, c'est autour de l'objet politique. Vous vous doutez bien qu'il y ait des réticences de la part d'autres. Mais lorsqu'on se concerte pour dire que le pays traverse une situation difficile, particulièrement l'aspect économique et financier, qui devient insupportable parce que c'est le quotidien des gens. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont manger à midi, comment ils vont manger le soir, des enfants qui dorment affamés. J'ai par exemple vu au casino, lors de certains achats, que 1,5 litre de jus d'orange coûte 7 000 francs CFA. Donc, vous imaginez que dans cette situation, des enfants qui doivent prendre des vitamines, c'est par centaines de milliers dans notre pays que ces enfants ne prennent pas de jus d'orange parce que simplement, un jus de fruits est encore un luxe pour le Congo. À notre époque, le litre de lait, là où vous êtes, vous savez que tous les matins, les enfants prennent des vitamines dans des jus de fruits et du lait. Chez nous, ça reste encore un luxe. Donc, nous ne sommes pas dans un contexte dans lequel on peut faire de la politique politicienne. Nous avons parlé des pertes, entre-temps, en ce qui concerne le budget de l'État, mais il y a d'autres pertes encore plus importantes. C'est que le marché mondial aujourd'hui a 7 milliards d'habitants. Hier, nous étions un pays de 3 millions d'habitants qui vendait à son propre marché. Et depuis bientôt un quart de siècle, nous sommes devenus un pays qui peut vendre au reste du monde sans restriction ou presque. Le marché de 7 milliards d'habitants, les 4 millions que nous sommes, nous n'en bénéficions pas, simplement parce que nous ne produisons rien. Donc, dans un monde devenu essentiellement économique, se maintenir dans la situation de conflit politique perpétuel qui entame la condition économique et sociale de nos compatriotes, alors que nous pouvons nous adapter, nous actualiser, commencer à faire davantage d'économie que de la politique, à ce moment-là, nous profiterons et du marché mondial qui passera... Oui, maître, mais attends, qui devrait normalement avoir l'initiative de rassembler tout le monde autour de lui? Je me souviens en 2015, lorsque nous allions vers le changement de la Constitution, je recite les mots, c'est ce que Hollande a dit à Denis Sassou Nguesso, sachant qu'il allait violer la Constitution, changer la Constitution, il lui dit « Ok, mais après, il faut rassembler, à peser. » Denis Sassou Nguesso est bien conscient de cela. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, on se retrouve dans une crise beaucoup plus aiguë qu'avant. Qui peut initier
cette rencontre autour de lui? C'est là la question. N'est-ce pas Sassou Nguesso qui devait avoir cette initiative? Lui qui a les manettes. Mais ce serait un procès d'intention. Il ne m'appartient pas de dire qui devrait faire quoi à quel moment. Et 2015, à la vitesse où les choses changent dans le monde, 2015, c'est presque un quart de siècle maintenant. J'ai moi-même été opposé au changement de la Constitution parce que je considérais que c'était une opportunité que le Congo perdait, une opportunité en tout cas de faire l'alternance pacifique parce que c'est le chaînon manquant de la vie politique congolaise, parvenir à maîtriser l'alternance pacifique au pouvoir. Donc, bien que j'ai combattu le changement de la Constitution pour les raisons que je viens d'évoquer, je considère que 5 ans plus tard, 6 ans plus tard pour être plus précis, la situation du Congo s'est tellement dégradée qu'on ne peut pas regarder qui a mis le feu. Lorsque la maison brûle, on ne cherche pas qui a mis le feu, on éteint le feu. Oui, mais je suis tenté de te poser la question. Lorsque tu parles de se mettre autour d'une personne, c'est-à-dire de conjuguer les efforts, c'est-à-dire toute la classe politique, c'est autour de qui en fait? Quelle est l'image qui te vient à l'esprit lorsque tu parles de se rassembler autour de quelqu'un? Qui, selon toi, pourrait assumer les fonctions du chef de l'État? Maintenant, là, pour aller en guerre contre, évidemment, tous les mots que nous sommes en train de décrire, là. Mais je ne sais pas si, par cette question, vous suggérez quelqu'un d'autre. Pour moi, ce serait enrichissant pour la discussion. Mais d'ores et déjà, je constate qu'il y a un président de la République en exercice. Et étant donné qu'il est en exercice et que la Constitution dit que c'est le président de la République qui est le chef de l'État, lorsque vous avez un État qui s'effondre, ce n'est pas le président d'une institution qui peut le relever. Ce n'est pas le président de l'Assemblée, du Sénat ou qui d'autre qui peut le relever et même pas le président de la République. Quand l'État est dans la déliquescence que nous connaissons aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui peut le relever. Donc, il y en a un qui est en fonction, qui a démérité dans certains aspects. Je ne vous dirai pas, je ne fais pas son apologie pour vous dire qu'il est blanc comme neige ou que ce soit un ange. Non, je vous dis que j'ai combattu son choix politique en 2015. Et à certains autres moments, j'ai pu exprimer des positions qui n'allaient pas toujours dans le sens de ses choix politiques. Et donc, j'ai discuté ces choix politiques. Mais lorsqu'on se retrouve dans la situation de contrainte qui est la nôtre aujourd'hui, je ne connais pas de responsable politique pour qui il serait sain de contester l'autorité du chef lorsqu'on est en guerre. En tout cas, ça, je ne le dis pas pour le Congo, je le dis pour tous les États au monde. Ce sont des règles fondamentales. Lorsque un État est en guerre, la nation fait le rassemblement autour du chef et on ne conteste pas son autorité à ce moment-là. Soit on considère que le Congo est en situation de guerre aujourd'hui et qu'il faut mener cette guerre. À ce moment, nous faisons le rassemblement et dans l'espoir aussi que le rassemblement qui se fait ne soit pas vain. J'ai exprimé la position qui est la mienne quant au gouvernement de large union nationale. Je n'aime pas cette formule parce que c'est des formules partout ailleurs où on les a appliquées. Généralement, ça a été très politique, ça a pesé les tensions, mais ce n'était pas économiquement et socialement efficace. Je suis maître dans le même sens. Dans le même sens. Oui, vous allez terminer, mais c'est que c'est très long. J'ai déjà compris votre idée, mais sauf que dans le même sens, je voulais vous dire ceci. Vous ne pensez pas, comme le disent d'ailleurs une bonne partie des Congolais, que finalement, le problème du Congo, c'est bien Sassou Nguesso, c'est cette tête qui ne marche plus. Qu'est-ce que vous pensez d'un schéma où on va au dialogue national inclusif, on y met en place une équipe de guerre, comme vous le dites d'ailleurs, mais pilotée par un comité et M. Sassou peut être là comme un président honoraire. Qu'est-ce que cela vous dit à l'esprit? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Déjà, je formule la proposition de faire le rassemblement. C'est une proposition qui participe à la discussion sur la chose publique, mais je ne dis pas que ce soit la seule solution. La classe politique dans son ensemble examinera toutes les propositions et en fera d'autres et arrivera à délibérer sur ces questions. Mais sur l'aspect de désigner Denis Sassou Nguesso comme le problème du Congo,
de ce point de vue, je pense qu'on doit à la vérité de faire certaines nuances. Nous avons une économie, souvenez-vous du temps où le président Pascal Lissouba était arrivé. C'est un monsieur très brillant à qui j'ai rendu hommage. Lorsque le président Lissouba était là, on a eu beaucoup de difficultés avec le paiement des salaires. On a eu des difficultés avec les pensions de retraite et lorsqu'il a quitté ses fonctions, il y avait une accumulation d'arriérés des uns et des autres. Et pour régler ces questions, il est même allé jusqu'à brader le pétrole. Ce monsieur qui est d'une intelligence supérieure et que personne ne conteste, s'il était arrivé à ce genre de décision, c'est qu'il n'avait vraiment pas le choix. Or, lorsqu'on examine la situation, d'aucuns à l'époque ont pensé que c'était un mauvais gestionnaire, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a compris par la suite que le prix du baril de pétrole avait chuté à un point tel qu'il ne lui restait presque plus de marge de manœuvre. Lorsque le président Sassou Nguesso est revenu aux affaires, au début des années 2000, il y a eu une hausse extraordinaire du prix du baril de pétrole. Et vous vous souvenez que toute la dette sociale a été résorbée à ce moment-là. Et tous les fonctionnaires se sont dit, et les retraités se sont dit, il fallait que le président Sassou revienne parce que c'est un bon gestionnaire. C'est toujours le président Sassou qui est aux affaires aujourd'hui. Les fonctionnaires commencent à être mécontents. Les retraités sont mécontents et vous retrouvez le même élément. Le prix du baril n'a cessé de chuter depuis 5 ans. Non, mais bon, je vais plutôt faire. Oui. Est-ce qu'on peut aller droit est-ce qu'on peut être clair, concis et très direct dans les réponses? Parce qu'évidemment, le temps est très compté. C'est pour l'intérêt. Vous posez des questions difficiles qui appellent des réponses techniques. Il faudrait bien que j'aille au bout de l'argumentation. Donc, non, je veux bien, mais soyez un peu technique parce que je vous connais aussi très technique. Vous êtes quelqu'un qui, lorsqu'il veut aller droit au but, il va. Donc, on vous suggérerait donc d'être clair, concis et direct. Cela va nous arranger pour le temps qui nous reste. Je vais le faire. Donc, vous prenez deux présidents dans deux situations différentes, les deux ont connu exactement le même problème. À ce moment, dire que Pascal Lissouba était le problème serait une erreur foncière. Dire que Sassou Nguesso est le problème releverait de la même nature. L'erreur sera de la même nature parce que ici, la réalité, c'est la constance de l'importance du prix du baril de pétrole sur notre économie. C'est donc la structure de notre économie. Aujourd'hui, vous pouvez mettre n'importe quel président à la place du président Sassou Nguesso en considérant que le pétrole compte pour 70 à 80% de revenus dans le budget de l'État. Tant que le baril reste à ce niveau, il n'y aura pas un génie qui vous apportera une solution miracle. Donc, mais pourtant, on se rappellera du génie de Pascal Lissouba. Lorsqu'il arrive, les caisses sont vides, vous l'avez rappelé. Il a eu ce problème-là où il a commencé à avoir une grogne au niveau des fonctionnaires et il a commencé à trouver des solutions jusqu'à aller revoir le contrat de production qui, aujourd'hui, génère autant de milliards au Congo-Brazzaville, ce que, excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité, Denis Sassou Nguesso est incapable de faire. Sinon, de jubiler sur cet argent et ne rien faire. Voilà qu'on se retrouve dans une crise aiguë. Il faut rappeler qu'en 2010, le Congo a vu sa dette effacée, je vous en prie. Et aujourd'hui, on nous parle de 14 000 milliards qui ont disparu comme ça. Personne ne sait où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA. C'est quand même 5 ans de budget du Congo où sont passés ces 14 000 milliards. Ça, on ne le dit pas. Donc voilà, en fait, quand je dis Denis Sassou Nguesso, c'est le problème, il y a bien des éléments qu'on peut démontrer ici. Et il est resté longtemps au pouvoir sans que personne ne le gêne. Mais vous avez repris une question que vous aviez posée tout à l'heure, à laquelle j'ai déjà répondu, pour dire qu'il n'est pas contestable que de façon factuelle qu'il ait disposé de presque tous les leviers de l'État, qu'il ait eu un contrôle effectif de l'État. Nous n'étions pas dans la situation du chef de l'État qui a toute la nation rassemblée derrière lui. La nature des difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui nécessite qu'on puisse faire le dépassement. Sinon, nous pouvons rester dans la situation
dans les diagnostics posés il y a 5 ans et même posés l'année dernière et se dire que la situation est telle qu'elle est. Je ne sais pas si vous envisagez autre chose que ce qui… Non, mais maître Alissé, dites-nous, vous pensez qu'il y a quelque chose qui gêne Sassou Nguesso à bien faire au Congo dans sa posture actuelle de son régime? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui le gêne de faire quoi que ce soit? Peut-être de l'argent ou des politiques qui s'opposent à lui? Vous pensez? Je vous donnerai un exemple précis. Souvenez-vous que le Congo s'est engagé dans des négociations avec le FMI il n'y a pas longtemps. Et au moment où le gouvernement demandait le soutien du FMI, parallèlement, les forces d'opposition rassemblées et par plusieurs moyens ont fait pression sur le FMI afin que les ressources dont le Congo avait besoin ne soient pas mises à sa disposition. C'est en cela que je vous parle de l'unité politique de la nation. Lorsque vous avez un gouvernement qui va dans une direction et une partie de la population tirée par des leaders, pas des moindres, qui vont en direction opposée, vous avez de réelles difficultés. Donc, si ça répond à votre question, mais je pourrais vous dire… Non, mais naturellement. Est-ce que ces opposants ne se sont pas servis de l'exemple du passé de 2010, où le Congo se voit sa dette presque épongée? Alors, on se retrouve avec beaucoup d'argent parce que le pétrole est bien vendu et que tout cet argent est dilapidé, se retrouve dans les paradis fiscaux. Maître Alissé, savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des ministres congolais qui détiennent près de 5 000 milliards dans leur compte privé? Et pourquoi donc le FMI se permettrait-il encore de donner de l'argent à ces mêmes personnes qui, on le sait, mais la preuve, la première tranche est passée par où? Celle de la négociation avec le FMI. Et tu posais la question? Mais vous me posez la question, vous savez que je n'ai pas les manettes du budget de l'État, en tout cas je ne participe pas à son maniement. C'est une information, oui, c'est une information que nous vous donnons. Merci de l'information, je la prends avec réserve parce que vous la donnez là tout de suite, il faudrait la vérifier, comme d'autres informations que vous avez données, mais dans le fond, ce que je voudrais vous dire, je rappellerai l'image de la maison qui brûle. L'État congolais est en train d'aller lentement et sûrement vers son effondrement et nous avons à côté de ça le délitement de la société. Le chômage à 60% génère tous les maux qu'il peut générer dans la société. Vous savez que lorsque les gens n'ont plus de ressources, lorsque le chômage a atteint le point où il génère de la misère, par voie de conséquence, vous avez des parents qui ne peuvent plus assumer leurs responsabilités envers leurs enfants. Vous avez la montée de la criminalité et ça, vous avez vu ça avec des groupes tels que les Bébés Noirs qui vont jusqu'à décapiter des gens pour de maudiques sommes d'argent. Cette criminalité augmente et personne n'est à l'abri et c'est dans toutes les villes du Congo. Vous avez certainement regardé les images des enfants qui se prostituaient à Brazzaville. Il y a des images qui ont circulé de jeunes filles qui se promenaient, qui se prostituaient à l'âge de 9 ans, 12 ans et un peu plus. Bon, donc, vous comprenez que nous sommes dans une situation d'effondrement annoncé de l'État, de délitement de la société. Donc, la maison Congo est en train de brûler. Il y en a qui vont, dans ce contexte, chercher à savoir qui a mis le feu. Ma position là-dessus, c'est de dire on éteint le feu. Parce que si nous ne faisons rien, je ne sais pas si vous vous attendez à autre chose en avril 2014 que la continuité de ce que nous avons connu pendant les 5 années passées. La seule possibilité… Maître, je suis tenté de vous poser une question. C'est bien dommage, je suis obligé. Oui, vous allez terminer, mais c'est que vous prenez beaucoup plus de temps que… sinon, on va terminer, là, il nous reste quelques 2-3 questions. Alors, dites-moi un peu, le Congo est malade, c'est vrai, mais est-ce que vous pensez… Est-ce que vous pensez qu'un malade, tant qu'il ne reconnaît pas qu'il est malade, on peut le traiter? Vous reposerez certainement cette question parce que j'ai l'intention de finir la réponse que j'étais en train de donner. Je vous expliquais que le rassemblement auquel j'appelle n'est pas un rassemblement à l'aveugle. La proposition a consisté à dire que dans la situation dans laquelle nous sommes, quand je disais que j'étais contre les formules de gouvernement de large union nationale qui ne sont pas économiquement et socialement efficace, bien que l'apaisement politique arrive avec ce genre de mesures, je pense qu'il faudrait commencer par déterminer une action collective. Donc, j'ai proposé qu'il y ait une adoption par l'ensemble des forces politiques
d'un programme commun de gouvernement. Tout le monde participerait à la conception de ce programme commun de gouvernement. Et un gouvernement de large union nationale ne serait formé que pour mettre en œuvre ce programme commun de gouvernement, et cela se fera sous la houlette d'un chef d'État autour duquel toute la nation sera rassemblée. De ce que je sais de l'histoire du Congo, à aucune époque de notre histoire, nous avons fait l'expérience d'une nation entièrement rassemblée derrière un seul chef et une classe politique unanime qui regarde dans une seule direction. Toutes les crises que nous avons aujourd'hui nous donnent l'occasion de faire cette expérience-là pour la première fois. Et les peuples qui font ce type d'expérience sont des peuples qui se retrouvent dans des situations telles que vous avez décrites, où quelquefois l'homme autour duquel il faudrait se rassembler peut parfois sentir le souffre. Mais la situation fait que les uns et les autres font le dépassement. Je finis par un exemple. Le Japon est allé en guerre parce qu'il avait un chef d'État. Je parle de 40-45. Le Japon est allé en guerre parce qu'il avait un empereur qui, à ce moment, faisait entièrement confiance à un gouvernement militariste. Et ils sont allés en guerre. Le pays a été détruit parce que le chef de l'État avait fait de mauvais choix politiques. C'est le seul pays à avoir été bombardé à l'arme atomique. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le peuple japonais s'est dit, nous restons rassemblés derrière le même empereur, on lui fait confiance. Le même qui a fait détruire le pays, c'est celui-là qui l'a fait reconstruire parce qu'il s'est retrouvé dans une autre circonstance. Et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. Où des mais évidemment, il y a bien entendu, maître, il y a ceux qui disent on ne règle pas, on ne trouve pas des solutions aux problèmes avec ceux qui les ont créés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est la formule d'Albert Einstein, et Einstein n'avait pas raison sur tout. C'était un scientifique des sciences pures, et là, en l'occurrence, il s'agit des sciences sociales dans lesquelles l'avenir est par nature imprévisible. Et je peux, de ce point de vue, dire que cette pensée d'Einstein est discutable. Qu'est-ce que vous pensez si le salut du Congo passait par le départ de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il sauver un homme ou une nation? Qu'est-ce qu'on fait si le salut du Congo passait par le départ de Denis Sassou Nguesso? Sassou Nguesso partira forcément un jour parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est un humain, donc c'est dans l'ordre des choses. Mais je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un problème structurel. Ce n'est pas un problème d'homme. Il y a d'abord le problème structurel. Je vous ai parlé de Pascal Lissouba qui est arrivé. En 1991, de nombreux Congolais pensaient que Sassou Nguesso était le mal incarné du Congo et tout ce qu'il vivait à l'époque, c'était à cause de lui. Il fallait le changer. Ils l'ont changé. Pascal Lissouba est arrivé et ils ont vécu pire que ce qu'ils avaient vécu sous Sassou Nguesso, non pas à cause de Pascal Lissouba, mais à cause de la structure de notre économie et de la conjoncture économique internationale. Et qui en était responsable finalement? Aujourd'hui, on peut répéter le raisonnement de 1991 et récolter... Non, mais évidemment, c'est ma question. Lorsque Pascal arrive, la situation est pire. Qui est responsable de cette situation? On le connaît, non? Qui a généré une conférence nationale? À ce que je sache. Vous recherchez le coupable. Je n'ai pas l'intention de faire les procurations. On ne va pas chercher le coupable, malheureusement. Alors, donc, on revient donc, pour terminer, bien entendu, puisqu'il nous reste quelques secondes, bien entendu. Vous appelez de vos voeux l'unité autour d'une personne qui incarnerait les fonctions du chef de l'État. En face de nous, il y a une élection donc le 21 mars prochain. Quelle alternative, en fait, qu'est-ce que vous proposez à la place de cette élection si jamais Sassou Nguesso est en train de vous entendre et son gouvernement? J'ai proposé la non-tenue de l'élection et je fais la promotion de la recherche d'une solution concertée. Donc, une solution qui serait consensuelle, simplement parce que d'abord, l'élection a un coût et ce coût peut être évité en transférant ces ressources vers d'autres secteurs, notamment payer les pensions de retraite qu'on a du mal à payer. On peut aussi subventionner le fonctionnement des sociétés d'eau et d'électricité pour baisser les charges, mais essentiellement, je vous parlerai d'une mesure économique dans laquelle on pourrait utiliser ces fonds, qui serait une mesure qui apporterait énormément au Congo. Pourtant, ce serait une petite somme à investir.
Si vous investissez 10 milliards de francs CFA, que vous donnez 1 million à 10 000 personnes, parce que c'est ce que ça représenterait, ça ferait une résorption du chômage immédiate de 10 000 personnes qui sortiront de la précarité pour retrouver des moyens de subsistance. Avec de tels investissements, le petit agriculteur qui recevra du matériel équivalent à une partie de ce million et l'autre partie en liquide, qui se mettra à produire tout ce que nous consommons. Si nous avons 10 000 personnes en train de produire, nos marchés seront inondés de produits. Aujourd'hui, on dépense presque 600 milliards pour importer et peut-être que de ces 600 milliards, il y aura peut-être 100 ou 200 qui resteront dans notre économie parce qu'on aura réamorcé la production locale et il y a la nécessité de réorganiser cette production intérieure. Donc, est-ce qu'il y a des solutions alternatives à l'élection? Oui, la recherche du consensus. J'ai parlé du cas du président Nkurunziza, dont le premier mandat était issu d'une convention de l'ensemble des forces politiques, alors qu'il y avait une constitution qui disait qu'il fallait aller à l'élection. Et dans un autre cas, si l'on pense vraiment qu'il faudrait absolument aller à cette élection parce qu'on y voit la source primaire de la légitimité, ça peut aussi être une élection consensuelle. Donc, les forces politiques peuvent s'entendre pour confier au président candidat un mandat électoral consensuel, ce qui signifie que personne ne se présente contre lui et tout le monde se met autour de lui, l'accompagne. On adopte ensuite le programme commun de gouvernement, on met en place un gouvernement de large union nationale. Mais s'il y a consensus à ce niveau, je me poserai la question de savoir pourquoi aller à l'élection si on est tous d'accord. Pourquoi perdre cet argent qu'on peut investir pour réorganiser notre production? Vous dites avec 10 milliards, on peut créer beaucoup d'emplois d'ailleurs. Et nous savons que, bon, encore que ça soit utilisé, peut-être pas. Nous avons au moins nos 14 000 milliards qui sont quelque part. On peut utiliser cela pour sortir le Congo de la crise. Ne pas le faire serait aussi criminel. Vous ne le pensez pas? Et les 14 000 milliards, j'en ai longuement entendu parler. Les arguments autour sont légitimes, mais je pense aussi à tout ce que nous perdons en ne participant pas au commerce mondial, ce que personne n'évoque, parce que c'est beaucoup de milliers de milliards de francs CFA que nous perdons en ne participant pas à ce commerce mondial. Donc, ça peut aussi être posé de cette façon parce que de ce point de vue, on perd beaucoup plus d'argent que les 14 000 milliards. Je ne dis pas qu'il faut mettre le couvercle dessus. J'ai mentionné que les arguments quant à cette somme sont légitimes, mais il y a beaucoup d'autres niches dont personne ne parle. Par exemple, dans la décennie 2000 à 2010 et les années qui ont suivi, la balance commerciale du Congo était positive parce que le prix du baril de pétrole avait carrément explosé. Et nous avons donc eu beaucoup de ressources de ce point de vue. Ce qui aurait dû, si nous étions dans un autre contexte d'économie monétaire et bancaire, ça aurait augmenté nos réserves de change. Or, malheureusement, nos réserves de change ont été captées par un système monétaire et les pertes sont supérieures à 14 000 milliards. Et personne n'en parle, malheureusement. Et tu ne penses pas que c'est l'intérêt ici de procéder à l'alternance politique, trouver des nouvelles personnes qui auront probablement une vision pour le Congo et faire mieux pour le Congo? Vous prêchez un convaincu. Je vous ai dit qu'en 2015, j'ai quitté le Canada, j'ai quitté ma famille, je suis venu au Congo parce que pour moi, il fallait absolument respecter la possibilité, la chance qu'on avait à ce moment-là de faire l'alternance politique pacifique. Je pensais que c'était vraiment une chance. J'ai tout abandonné au Canada pour venir verser mon énergie avec ceux qui étaient en train de se battre sur le terrain. Donc, l'utilité d'une alternance pacifique, ça va de soi, c'est indiscutable. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un contexte. Est-ce que dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, on peut se permettre d'avoir la querelle politique? Parce qu'une élection, c'est une compétition, donc il y a la querelle. À l'issue de l'élection, vous êtes divisé. Or, les mots
dont souffre notre pays, notre société, notre État, sont des mots pour lesquels il faudrait qu'il y ait l'unité politique de la nation pour pouvoir y venir à bout. Si on ne le fait pas, on aura respecté la Constitution comme d'aucuns le disent, on fera l'alternance comme d'aucuns le souhaitent, mais nous n'aurons pas de solution aux problèmes qui sont en train de ronger notre société aujourd'hui. Alors, on va terminer donc sur cette question. Je sais que vous êtes aussi administrateur agréé à l'ordre des administrateurs du Québec. Vous êtes en séjour au Congo-Brazzaville. Peut-on comprendre l'intérêt de votre séjour? Mais en passant, j'ai versé ma voix au débat public, mais dans le fond, je suis de passage pour des travaux d'exploration du marché. Donc, regardez comment évolue, je suis médiateur et arbitre, donc regardez comment évolue le marché de l'arbitrage et de la médiation en contexte d'affaires judiciaires du Congo et regardez s'il serait possible à ce moment-là, en tout cas, si les éléments du marché me permettent d'installer des bureaux au Congo-Kinshasa aussi. En dehors des affaires, si jamais il y avait un gouvernement d'union nationale tel qu'on est en train de le suppléter, est-ce que M. Anissé Poitiers-Amar serait partant pour un tel gouvernement et faire partie de ce gouvernement? Mais il y aurait un conflit d'intérêts. Si je répondais à cela, je serais dans une mauvaise position pour promouvoir le consensus que je propose aux acteurs politiques. Merci, Maître. C'est par là que nous mettons donc terme à notre émission aujourd'hui. À moins que vous ayez quelques 2-3 mots, la fin. Vous avez quelques secondes. J'ai eu l'occasion de parler des droits de l'homme lors d'une émission précédente. Je le refais pour dire que, pour rappeler que ces droits sont ceux de la personne. On les appelle droits de l'homme parce qu'ils ne sont pas ceux d'une autre espèce. Ce sont ceux de l'homme. Et l'homme n'est pas pleinement homme s'il ne jouit pas de la totalité de ses droits. Parce qu'ils vont ensemble avec son épanouissement. Quand vous regardez les sociétés occidentales, vous constatez qu'elles sont prospères et ce sont des sociétés dans lesquelles ces droits sont respectés. Ce n'est pas une simple coïncidence. Lorsque vous regardez d'autre part les sociétés dites sous-développées, c'est généralement dans ces sociétés où il y a la plus grande violation des droits de l'homme. Donc, il y a un lien intrinsèque entre le niveau de développement et les droits de l'homme. Pour cela, je dis que les Congolais doivent se réapproprier leurs droits fondamentaux. On ne doit pas les abandonner parce que quand vous les abandonnez, vous faites un retour, vous redescendez d'un degré, vous repartez vers la bestialité. Donc, pour être pleinement homme, il faut revendiquer ces droits, les assumer. Et tout gouvernement devrait pouvoir intégrer ce que tout le monde en Occident a intégré, c'est que le respect des droits de l'homme est toujours profitable au gouvernement parce que ça rend le peuple plus prospère, plus productif. Et si nous voulons que les Congolais soient plus productifs demain, il faudrait respecter leurs droits. Merci une fois de plus, Maître. Et à vous, chers téléspectateurs, j'ai été le plus heureux de vous savoir encore nombreux sur votre canal, la TLR TV. On se prend donc rendez-vous pour la prochaine occasion, mais entre-temps, portez-vous bien. Merci. Audio Jungle.